Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du professeur Lahoussine Haji. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un cours qui concerne les élèves du bac 1 et on va parler du travail. Donc voilà une notion qui est extrêmement importante que vous allez rencontrer dans tous les exercices de mécanique dans la suite de votre cursus, que ce soit en bac 1, que ce soit en bac 2. Donc le travail, c'est une notion bien sûr qui est liée à l'énergie. Donc pour créer une énergie, il faut fournir un travail. Et vous avez plusieurs formes d'énergie. Vous avez l'énergie électrique, mécanique, thermique, chimique, nucléaire. Vous voyez que l'énergie intervient dans tous les domaines. Et donc, il faut absolument comprendre cette notion de travail, comment on définit un travail, comment on le calcule, dans le cas où vous avez une force qui crée un mouvement de translation ou un mouvement de rotation. Avant de parler du travail, je vais définir d'abord qu'est-ce que c'est que le produit scalaire. Parce que vous allez voir, le travail, il est lié directement à cette définition de produit scalaire. Donc les grandeurs physiques sont en général de deux types. Il y a ce qu'on appelle les grandeurs scalaires, comme le travail justement, comme la température, comme la pression. Ça veut dire on les caractérise uniquement par un nombre, comme la densité, qui peut être positif, comme il peut être négatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les grandeurs scalaires. D'autres grandeurs qu'on appelle des grandeurs vectorielles, comme la vitesse, la force, l'accélération. Et dans ce cas, on a besoin de trois grandeurs pour caractériser un vecteur. Sa norme, ou bien son module, sa direction et son sens. Prenez ce vecteur I, sa norme est égale à 1, sa direction c'est l'axe OX, et le sens il se dirige vers les X positifs. Maintenant, comment on définit le produit scalaire? Prenons ces deux vecteurs A et B. Prenons un vecteur A qu'on peut représenter dans la base IJ, soit 2I plus 2J, ou bien on peut utiliser aussi cette représentation, et un vecteur B qui est égal à I plus 2J, que je peux représenter par 1, 2. Et bien, par définition, bon, d'abord, je vais parler du module de A, donc c'est racine carrée de x carré plus y carré, et le module de B, c'est racine carrée de 1 plus 4, c'est 5. Donc ça, c'est des définitions, juste comment on représente un vecteur, comment on calcule sa norme. Bien. Donc, je vais prendre maintenant deux vecteurs dans le cas général. Donc, ça peut être à 3 dimensions. Il suffit d'ajouter A3. Un vecteur B qui a pour composantes B1 et B2. Vous avez deux façons de définir le produit scalaire de deux vecteurs. Soit ce qu'on appelle la méthode, la définition, qui est A scalaire B, qui est par définition le module de A fois le module de B fois le cosinus de l'angle formé entre A et B. Prenez un vecteur A, un vecteur B. Le produit scalaire de A et B, c'est le module de A fois le module de B fois le cosinus de l'angle entre A et B. Ou bien, vous avez une autre définition analytique. Si vous connaissez les coordonnées de A et B, c'est x de A fois x de B, c'est-à-dire A1 fois B1, plus y de A fois y de B. Et s'il y a troisième coordonnée, plus z de A fois z de B. Donc vous avez deux façons de déterminer le produit scalaire de deux vecteurs. Soit par cette méthode, soit par cette méthode. Voilà un petit exemple. Prenons les vecteurs IJ. I a pour coordonnées 1, 0. Et J a pour coordonnées 0, 1. Donc c'est quoi le produit scalaire de IJ? Donc c'est le module de I, c'est 1. Fois le module de J, c'est 1. Fois cosinus de l'angle entre I et J, c'est combien? C'est pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc vous voyez que le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires, il est nul. Si on utilise cette méthode-là, bien sûr, vous voyez bien, c'est 1 fois 0, plus 0 fois 1, c'est bien 0. Donc, vous voyez, on peut calculer soit par cette méthode, soit par cette méthode. Donc, voilà, vous voyez, le produit scalaire, c'est une grandeur, c'est un scalaire. D'abord, le produit scalaire, on le fait entre deux vecteurs. Le résultat, c'est un nombre. Vous voyez, ce nombre, il peut être nul, il peut être positif, il peut être négatif. Tout dépend de l'angle entre les vecteurs A et B. Donc si l'angle est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le produit scalaire est positif. Si l'angle est compris entre pi sur 2
et moins pi sur 2, le produit scalaire va être négatif. Bien, revenons donc à la notion de travail. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail d'une force? Donc, si vous avez un objet ici, vous voulez le déplacer avec une distance AB, donc entre le point A jusqu'au point B. Il faut fournir un travail. Donc, il faut le tirer, par exemple, avec une corde. Donc, on doit fournir un travail. Eh bien, le travail d'une force le long un déplacement rectiligne AB est par définition donné par quoi? Donné par le produit scalaire de F scalaire AB. Donc ça, c'est bien sûr, il s'agit d'une force constante. Donc on parle dans ce chapitre que des forces constantes. Sinon, il faut travailler de travail élémentaire qui est D de F scalaire D de AB. Donc voilà la définition de travail d'une force constante le long d'un déplacement AB. C'est le produit scalaire de la force fois le déplacement. Donc c'est le module de F fois le module de AB fois cosinus de l'angle entre la force, la direction de la force et la direction du déplacement. Bien sûr, comme c'est un produit scalaire, il peut être positif, négatif ou nul. Voilà quelques cas particuliers. Supposons que le corps, vous le déplacez et la force qui s'exerce sur le corps, elle est vers le haut, et vous le déplacez, et la direction du déplacement, elle est perpendiculaire. Dans ce cas, le travail va être combien? Va être nul. Le travail de cette force-là, par exemple, la réaction, vous tirez un chariot, et le chariot, il est posé sur une table. Vous voyez bien que la réaction de la table, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Dans ce cas, le travail de la réaction, dans ce cas, va être nul. On a un deuxième cas, c'est ce qu'on appelle les forces de frottement. Vous tirez par exemple votre chariot dans cette direction, et supposons qu'il y ait les frottements sont opposés à la direction de déplacement. Dans ce cas, le travail de F, c'est F scalaire AB. Supposons que je déplace le corps de cette position A jusqu'à cette position B. Et cette distance, on va la noter delta de R. Donc ce sera le module de F fois le module de delta de R fois cosinus de l'angle entre les deux. C'est quoi l'angle entre les deux? C'est pi. Et cosinus pi, c'est combien? C'est moins 1. Donc c'est moins F fois delta de R. Un cas où la force est parallèle à delta de R, l'angle entre les deux, c'est combien? C'est 0. Donc ce sera le module de F fois le module de delta de R. Et dans le cas général, ce sera le module de F fois le module de delta de R fois cosinus θ. Bien. Donc, quelques remarques sur le travail. C'est un scalaire. L'unité, c'est le joule. Hein? Donc, je sais pas qui écrit ici. L'unité de travail, c'est le joule. D'accord? W ne donne aucune information sur la durée du parcours, ni sur la vitesse, ni sur l'accélération. Donc, si on calcule un travail, on ne sait pas quelle est la durée pendant laquelle j'ai déplacé l'objet, ni avec quelle vitesse, ni avec quelle accélération. D'accord? Et enfin, c'est une grandeur qui peut être positive ou négative ou nulle. Bien, maintenant, on va calculer le travail de quelques forces qu'il faut absolument connaître par cœur, telles que le poids et la force de frottement. Donc, pour le poids, imaginons vous avez ici un objet AB qui tombe, ou bien qui chute d'une hauteur ZA et vous le déplacez d'une manière générale suivant une trajectoire quelconque et à la fin il arrive à un point où sa hauteur ou sa position c'est ZB. Quel est le travail du poids lorsque l'objet se déplace de la position ZA jusqu'à la position ZB? Eh bien, par définition, puisque P c'est une force constante, c'est mg, donc le travail du poids, c'est P scalaire AB. Donc, pour calculer ce produit scalaire, on va utiliser la troisième méthode, c'est-à-dire quelles sont les coordonnées de P dans le repère x, y, z. Donc, vous voyez bien que le poids est suivant l'axe z, mais dans le sens opposé. Donc, 0, 0, moins P, ou bien moins mg. C'est quoi? La distance AB, les coordonnées de AB sont XA moins XB, que je note grand X, XB moins XA, pardon, YB moins YA, et ZB moins ZA.
quel est le produit scalaire de P fois AB, 0 fois X, 0, plus 0 fois Y, c'est 0, moins MG fois ZB moins ZA. Donc le moins, je vais l'introduire ici, et ça vous donne MG fois ZA moins ZB. Donc vous voyez, le travail du poids ne dépend que de la position du point de l'objet à t égale à 0, qui est ZA, et la position de l'objet à l'instant final, qui est ZB. Donc il est indépendant du chemin qu'on a suivi. Vous pouvez suivre ce chemin, vous pouvez suivre celui-là. Le travail du poids sera toujours le même. La même chose, cette formule, elle est générale, que ce soit l'objet descend, vous le tirez vers le bas, ou bien vous le montez vers le haut. Voilà la position initiale, cette fois-ci, et voilà la position finale. Mais faites attention, dans ce cas-là, ZA est supérieur à ZB, donc c'est un travail positif. Dans ce cas, ZA est plus petit que ZB, donc c'est un travail qui est négatif. Donc si je pose ZA moins ZB en valeur absolue, cette distance c'est H. Donc lorsque l'objet descend, ça sera toujours mg fois H. Lorsque l'objet monte, ça sera moins mg fois H. Bien. Donc là, bien sûr, on peut le calculer par l'autre méthode. C'est le module de P fois AB fois cosinus de l'angle. Et cosinus de cet angle, c'est quoi? C'est H sur AB. Donc si vous faites mg fois H fois AB multiplié par H sur AB, ça vous donne mg fois H. Bon. Donc voilà le travail du poids. Donc ce sera le poids fois la position initiale moins la position finale. Z initiale moins Z finale. Donc remarque très importante, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. On parle de force conservative. Prenez ce chemin, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, c'est toujours mgZA moins ZB. Donc si je pose ZA moins ZB H, donc ça vous donne mg fois H. Donc là, vous voyez bien que ZA moins ZB, c'est moins H, donc ça vous donne moins mg fois H. Donc le travail est positif si ZA est supérieur à ZB, ça veut dire que je me déplace d'un point du haut vers le bas. Et si je me déplace du bas vers le haut, le travail du poids, il est négatif. Donc travail moteur, et dans ce cas-là, le travail, bien sûr, il est négatif parce que ZA est plus petit que ZB. Bien, autre force, c'est la force de frottement. On va considérer un objet qui se déplace, donc voilà le sens du mouvement, sur un plan incliné. Les forces qui s'exercent sur l'objet, c'est le poids et la réaction. Et les composantes de la réaction sont la force de frottement et la composante normale, la réaction normale. Donc la réaction tangentielle, c'est ce qu'on appelle la force de frottement. Il est toujours opposé au mouvement. Et on va essayer de calculer le travail de cette force. Bon, d'abord le travail du poids. Dans ce cas-là, supposons que l'objet se déplace de A vers la position B. Le travail du poids ne dépend que de ZA et de ZB. Donc c'est quoi ZA moins ZB? C'est bien H. Donc le travail du poids, tout de suite, c'est mg fois H. Ou bien, c'est AB fois mg fois cosinus de l'angle. Cosinus de cet angle entre AB et mg, c'est celui-là. Et cosinus de cet angle, c'est H sur AB. Donc AB fois H sur AB, ça vous donne H. Ou bien tout de suite, là, c'est tout simplement mg fois H. Et H, c'est ZA moins ZB. L'objet se déplace du point A vers le point B. Bien. Donc voilà, ou bien le module de A fois le module de AB fois cosinus de cet angle qui est pi sur 2 moins θ. Et ça vous donne P fois AB fois sinus θ. Et sinus θ, c'est bien H sur AB. Sinus θ, pardon, c'est H, bien sûr, c'est H sur AB. Bien. Maintenant, le travail de F. Bon, on applique la définition. C'est une force constante, c'est F fois AB. Donc, c'est le module de F fois le module de AB fois l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. AB, c'est dans cette direction-là. Le vecteur dirigé de A vers B. Donc, l'angle entre les deux, c'est pi. Et cosinus pi, c'est moins 1. Donc, ça vous donne moins F fois AB. Enfin, quel est l'objet? Quel est le travail de la réaction normale?
c'est bien sûr 0. Pourquoi? Parce que la réaction normale elle est perpendiculaire au déplacement. Donc le produit scalaire de Rn fois AP va être égal à 0. Donc vous voyez comment on calcule le travail dans ces différents cas. Bien. Donc le travail des forces de moment constant, maintenant on va passer à un cas de rotation. Donc je rappelle d'abord qu'est-ce que c'est que le moment d'une force. Prenez par exemple une poulie on crée un mouvement de rotation en appliquant une tension ici par un fil. C'est quoi le moment de cette tension? C'est le module de T fois la distance R. R ça représente quoi? Ça représente la distance entre la droite d'action de la tension et la perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc voilà l'axe de rotation, voilà la perpendiculaire à la droite d'action et l'axe de rotation, et cette distance c'est bien le rayon de la poulie. Donc F, le moment d'une force c'est T fois R. Un cas, voilà un autre exercice dans le cas général, vous avez un objet S par exemple, on exerce sur S une force F pour créer un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Donc quel est le moment de F par rapport à cet axe? Donc c'est égal à quoi? C'est égal à F fois D. D c'est quoi? C'est la distance entre l'axe de rotation et la perpendiculaire à cet axe à la droite d'action de la force. Donc je fais une continuité de la droite d'action de la force. Je trace la perpendiculaire à cette droite qui passe par l'axe de rotation, et cette distance-là, c'est celle qui intervient dans le moment de la force. Il peut être positif comme il peut être négatif parce qu'on choisit un sens. Par exemple, dans ce cas, si je choisis le sens positif, celui-là, le moment, ce sera F fois D. Si je choisis le sens positif, dans l'autre sens, le moment, ce sera moins F fois D. Donc, si le moment de F, il est dans le sens de rotation choisi, ce sera avec un signe plus. S'il est dans le sens inverse, ça sera avec un signe moins. Voilà un autre exemple classique que vous utilisez souvent. Si vous voulez serrer un crou, vous appliquez une force et le moment de cette force, c'est la force fois cette distance. Et vous voyez bien, plus cette longueur-là est grande, plus le moment de la force va être important. Bien, maintenant on va déterminer le travail d'une force pour un cas de mouvement de rotation. Supposons ici vous avez un solide qui tourne, qui fait un mouvement circulaire autour de l'axe delta. On va déplacer le point M avec cette force F pendant un déplacement delta de L. Et on va calculer le travail par la méthode classique. Donc si le solide tourne d'un angle delta de θ, la distance parcourue, je l'appelle delta de L, ou bien ce qu'on a appelé dans le mouvement dans le chapitre 1, la coordonnée curviligne delta de S. Et vous savez que delta de S, c'est grand R fois delta de θ. Grand R, c'est le rayon du cercle. Par définition, le travail de cette force est égal à quoi? Travail élémentaire, c'est la force fois le déplacement. Donc là, vous voyez bien que la force elle est parallèle à D de S. Donc le cosinus de l'angle c'est 0, cosinus de 0 c'est 1. Donc il va vous donner juste la force fois le déplacement. Or le déplacement c'est grand R fois delta de θ. Maintenant F fois R représente quoi? J'applique une force. Voilà l'axe de rotation. La force est perpendiculaire à cette distance-là. Donc F fois R c'est exactement le moment de cette force par rapport à cet axe delta. Donc je trouve que le travail élémentaire de F c'est le moment de F fois l'angle parcouru qui est delta de θ. Et ça, et ça c'est une formule complètement générale que j'ai démontrée dans ce cas particulier très simple. Donc le moment d'une force lors d'un mouvement de rotation, le travail d'une force F dans le cas d'un mouvement de rotation, c'est le moment de la force multiplié par l'angle delta de θ. Donc vous voyez, pour le rôle que joue la force en translation est joué par le moment de la force en rotation, le rôle que joue delta de x ou bien delta de L, ça va être joué par delta de θ dans le cas d'un mouvement de rotation. Donc si le moment de la force est constant, je fais le travail total, c'est la somme du travail élémentaire,
Et le travail élémentaire, c'est le moment fois delta de θ. Si le moment est constant, on le sort. Et la sommation de delta de θ, on va la poser delta, grand delta de θ. Bien. Voilà le travail d'une force de moment constant. Donc, c'est le moment de la force fois l'angle parcouru entre l'instant initial et l'instant final. Maintenant, le travail d'un couple de forces. Qu'est-ce que c'est que d'abord un couple de forces? Un couple de forces, c'est la somme. Quand est-ce qu'on parle de couple de forces? Si vous exercez sur un solide deux forces F1 et F2 qui sont égales et opposées. Donc, lorsque leurs modules sont ils ont le même module, mais ils ont des sens opposés. Dans ce cas, on parle d'un couple de forces. Et le moment d'un couple de forces, il a la même définition que le moment d'une force, c'est toujours plus ou moins F fois D, mais faites très attention dans ce cas-là. D, c'est la distance entre les deux droites d'action des deux forces. Donc faites la perpendiculaire aux deux droites d'action, et la distance entre les deux, c'est la distance D. Et je vais montrer ça dans un exercice d'application. Donc voilà, elle est là. Donc c'est la même définition, sauf que D, c'est pas la distance entre F1 et l'axe de rotation, ou bien la distance entre F2 et l'axe de rotation, c'est la distance entre les droites d'action de F1 et F2. Maintenant, le travail d'un couple, c'est la même définition, c'est le moment du couple fois delta de θ. Donc c'est la même chose, c'est juste le moment de la force qui change. Bien, donc on a parlé du travail d'une force dans le cas de translation, le travail d'une force dans le cas d'une rotation et le travail d'un couple de forces. Maintenant, à chaque travail, on a dit on associe une énergie ou bien une puissance. Maintenant, on va déterminer la relation entre la puissance et le travail. Donc, cas de translation, je vous rappelle que la puissance moyenne par définition, quand une force a effectué un travail entre l'instant initial et l'instant final, la puissance de cette force, par définition, c'est le travail effectué divisé par delta T, qui était B moins TA. Donc l'unité de la puissance, c'est le watt, ou bien joule par seconde. Donc ça, c'est de la puissance moyenne. Maintenant, la puissance instantanée, c'est le travail élémentaire pendant l'instant élémentaire delta de θ. Ça veut dire ici delta de T, pardon. Delta de T est petit. Or, c'est quoi l'expression de travail élémentaire? C'est la force fois le déplacement élémentaire delta de L. Et ça, delta de L sur delta de T, ça vous rappelle quelque chose. Par définition, c'est la vitesse instantanée. Delta de X sur delta de T, c'est la vitesse instantanée V. Donc la puissance d'une force, soit on définit la puissance moyenne qui est égale au travail effectué divisé par delta de T, ou la puissance instantanée qui est le produit scalaire de la force fois la vitesse. Donc V, c'est la vitesse instantanée du point d'application de la force. Puissance d'une force cas de rotation. Donc je vous rappelle que la fréquence de rotation, la vitesse angulaire est définie par delta de θ sur delta de T, donc vitesse angulaire instantanée. Donc on va l'utiliser dans la définition de la puissance instantanée. Donc la puissance instantanée, c'est toujours la même définition, delta W sur delta de T. Qu'est-ce qui change? C'est l'expression de delta W. Dans le cas d'une rotation, on a dit delta W sur le moment de la force fois delta de θ. Et vous voyez bien que delta de θ sur delta T n'est autre que la vitesse angulaire. Donc le travail, la puissance d'une force dans le cas d'un mouvement de rotation, sur le moment de la force fois la vitesse angulaire. Dans le cas des translations, c'est la force fois scalaire la vitesse. Donc faites très attention. Donc, alors que ici, c'est le moment de la force multiplié par la vitesse angulaire. Bien, donc voilà tout ce qui concerne la notion du travail d'une force, comment on la définit, comment on le calcule pour les cas classiques, le poids et les forces de frottement. Ensuite, on a défini qu'est-ce que c'est que le travail d'une force dans le cas d'un mouvement de rotation, dans le cas d'un couple de forces, et enfin la relation entre la puissance et le travail. Donc pour mieux assimiler ces notions, je fais faire 3 exercices. Un petit exercice dans le cas des translations, un exercice dans le cas du rotation et un exercice concernant la puissance. Prenons le cas
classique. Vous avez ici un solide qu'on va laisser tomber sans vitesse initiale du point A vers le point V sur un plan incliné défini par l'angle alpha et la hauteur h. Le solide va descendre, ensuite il va continuer son chemin sur le plan BC sans frottement, ensuite il va continuer son chemin sur un arc de cercle. Et on va essayer d'étudier le travail dans chaque étape du mouvement. Donc première étape, calculer le travail de ce solide au cours du déplacement AB, c'est-à-dire sur le plan incliné. Bon, les forces exercent le travail du poids. On va calculer comment le travail du poids. Donc le travail du poids, donc c'est même pas la peine de chercher midi à 14h. Le travail du poids, c'est tout simplement mg fois h. Parce que ici, l'objet descend, donc ce sera tout simplement mg fois h ou bien mg za moins zb. D'accord? Et za moins zb, voilà za, voilà zb, et za moins zb, c'est bien h. Donc ce sera mg fois h. Là, très simple. Ou bien, vous pouvez le calculer par définition, c'est mg fois ab fois, c'est-à-dire p scalaire ab. Donc le poids, il est là, cette direction. Voilà le vecteur AB. Et le produit scalaire de P fois AB sur le module de P fois le module de AB fois cosinus de cet angle. Et cosinus de cet angle, c'est sinus de cet angle. Parce que celui-là plus celui-là égale à pi sur 2. Et AB, sinus alpha, c'est quoi? C'est H sur AB. Vous remplacez ici par H sur AB. Vous simplifiez par AB et ça vous donne MGH. Mais là, vous pouvez utiliser directement MGH sans problème. En application numérique, là il faut faire attention pour les applications numériques, la distance doit être en mètres, alpha bien sûr, sinus alpha, vous appliquez sinus alpha classique, et la masse en kilogrammes. Or, on vous donne la masse en kilogrammes, la distance AB, donc il n'y a rien à convertir, donc ça vous donne 20 joules. Maintenant sur BC, donc vous voyez bien que le poids il est perpendiculaire à la direction de déplacement. Donc le travail du poids, dans ce cas-là, est égal à quoi? Est égal à 0. Soit, on écrit directement la définition du poids, c'est P fois la distance parcourue qui est BC, le vecteur BC, c'est un produit scalaire. Les deux vecteurs sont perpendiculaires et nuls. Ou bien, on utilise la définition toujours mg fois ZA moins ZB, alors qu'ici, vous voyez que B et C se trouvent sur la même hauteur Z, donc ZB égale à ZC. Donc je rappelle, l'axe Z, c'est celui-là. Donc vous voyez bien que ZB est égal à ZC. Donc c'est égal à 0. Bien, maintenant on nous dit quelle est la valeur de θ pour que le travail total effectué par le poids entre A jusqu'au point M soit nul. Bien. Pour que le travail total soit nul, vous avez deux façons de répondre. Et là, la première méthode, la plus simple. Pour que le travail soit nul, vous voyez bien qu'il faut que ZB soit égal à ZC. C'est-à-dire la hauteur, il faut qu'il n'y ait pas de variation de la hauteur entre la position initiale et la position finale. Donc la position finale du point va être ce point-là. Si le point M arrive en ce point, le travail du poids entre là et là doit être égal à 0, parce que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Donc le travail du poids de là jusque là, ce sera mg fois za moins za égale à 0. Et donc le point M, l'angle θ entre l'angle θ que doit faire le point M, vous voyez bien que c'est égal à pi sur 2. Donc là, par construction, directement, on peut dire que θ égale à pi sur 2. Mais on peut le faire par calcul. Pour le faire par calcul, il faut calculer le travail du poids en un point M quelconque et faire la somme des deux travaux égale à 0 et on va déduire la valeur de θ. Bon, il y a un peu de calcul, donc là c'est bien de le faire parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir. Quel est le travail du poids entre C et M? Le travail du poids entre ce point et ce point. Donc là vous voyez bien que le poids, l'objet monte, donc le travail va être résistif. Donc le travail du poids c'est mg fois Z initial, ZC, moins Z final. D'accord? Et je factorise par moins, et ça sera moins mg fois Zm moins Zc. Et Zm moins Zc, c'est cette hauteur h, que j'ai noté ici, avec un schéma plus important, plus agrandi. Donc voilà, c'est mg fois la hauteur h. Donc voilà la variation de la hauteur entre la position initiale et la position finale. Bon, cette distance, c'est r,
qui est la même que celle-là, hein, parce que c'est un mouvement circulaire. Donc ça c'est le rayon du cercle, et ça c'est le rayon du cercle. Donc comment déterminer cette valeur h? Donc c'est cette distance-là, qui est r, moins cette distance. Or, cette distance-là, entre le centre jusqu'à ce point-là, c'est égal à quoi? C'est égal à r cosinus θ. Parce que cosinus θ, c'est cette distance sur r. Côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cette distance, c'est r cosinus θ. Et donc, h, c'est r moins cette distance-là, moins r cosinus θ. Ça, absolument à comprendre, parce que vous aurez souvent le cas de l'utiliser dans plusieurs cas d'exercice. Donc voilà le travail du poids entre C et M, ce sera MGR, facteur de cosinus θ moins 1. Donc pour que le travail total soit nul, il faut que le travail sur AB, qui est égal à MGAB sinus alpha, ou bien MGH, plus MGR cosinus θ moins 1 doit être égal à 0. Pour un petit calcul, vous allez trouver que cosinus θ égale à 1 moins AB sinus alpha sur R. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver cosinus θ égale à 0. Et donc θ égale à pi sur 2. Donc ça, c'est par le calcul. Deuxième exercice, c'est un petit exercice d'application sur les formules de la puissance. On vous dit un moteur effectue un travail de puissance égale à 1000 kW, c'est-à-dire 10 puissance 6 watts. Trouvez le travail du moteur pendant 1 heure, sachant qu'il effectue 600 tours par minute. Ensuite, quel est le moment de la force exercée sur le moteur qui donne ce travail, et calculer l'angle de rotation du moteur pendant 1 heure. De combien d'angles il a tourné pendant cette heure-là. Bon, la puissance, bien sûr, trouver le travail du moteur pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la puissance. Donc, je dois tout de suite penser à la relation qu'il est la puissance au travail. Donc, la puissance moyenne, parce que dans ça, il s'agit, on vous donne une puissance moyenne, c'est le travail divisé par delta de t. Quelle est l'heure? Le delta de t, c'est 1 heure. Donc, le travail effectué pendant 1 heure. Donc, le travail, ce sera tout simplement la puissance fois delta de t. Donc, le travail pendant 1 heure, ce sera la puissance qui est 1000 kW, il faut le transformer au watt, fois 1 heure, il faut le transformer en... Oh là là, 60, j'ai fait une erreur ici, donc je vais... Donc, pour ne pas refaire l'exercice, je vais remplacer 1 heure par 1 minute, pendant 1 minute. Donc 1 minute, c'est 60 secondes. D'accord? Et donc, ça vous donne 6 10 puissance 7 joules. Bien. Maintenant, le moment constant exercé sur le moteur, on a calculé le travail. Quelle est la relation? Quel est le moment au travail? Donc, le moment d'une force, c'est la puissance, c'est le mouvement fois la pulsation, fois la vitesse angulaire. Donc, on connaît la puissance. On connaît la vitesse angulaire, c'est 600 tours par minute, donc je peux déterminer le moment de la force. Donc le moment de la force, c'est la puissance divisée par la vitesse angulaire, et la vitesse angulaire, c'est 600 tours. Chaque tour correspond à 2 pi, donc ça sera 1200 pi par minute. Il faut remplacer les minutes par les secondes, et ça vous donne 20 pi fois radian par seconde. 20 pi radian par seconde. Donc ça, on l'a déjà calculé dans le premier chapitre. J'ai expliqué comment calculer oméga lorsqu'on vous le donne en tours par minute. Donc il suffit de dire un tour correspond à 2 pi, 600 tours correspond à 1200 pi. Donc voilà. Donc θ, c'est 1200 pi. T, c'est 60 minutes, 60 secondes. Oméga, c'est delta de θ sur delta t. Très bien. Donc le moment de la force, je fais l'application numérique et ça vous donne 15,9 10 puissance 3. Quelle est l'unité de moment de la force? C'est la force fois le déplacement, donc Newton mètre. Calculer la valeur de l'angle, là il suffit de chercher la relation entre, penser à la relation de travail et delta de θ. Donc le travail d'une force en rotation, c'est le moment de la force fois l'angle parcouru, c'est delta de θ. Donc, delta de θ, ça sera le travail divisé par le moment. Et ça sera en radians, bien sûr. Et ça vous donne 3773 radians. Si on vous dit combien de tours, il faut diviser par 2 pi pour trouver combien de tours a fait le moteur. Vous pouvez le calculer aussi par une autre méthode. Delta de θ, c'est oméga fois delta de t. Donc, vous connaissez oméga, vous connaissez le temps. Vous pouvez refaire le calcul. Maintenant,
Je vais revenir sur le travail d'un couple de forces. Donc voilà une tige qui tourne autour de l'axe delta, passant par O. On exerce un couple de forces F1 et F2. Ça veut dire le module de F1 égale au module de F2, mais ils ont des sens opposés. C'est ça la définition d'un couple. Et je vous ai dit que le travail d'un couple, c'est plus ou moins F fois D, bien sûr, suivant le sens du parcours. Donc là, c'est plus parce que le couple tourne la tige dans le sens opposé. Mais si on a choisi le sens inverse, ce sera moins F fois D. Maintenant, on va démontrer pourquoi c'est F fois D. Faites attention ici, D, c'est la distance entre les droites d'action des deux forces. Bon, quel est le moment de la force F1 avec le sens choisi? Donc le F1, c'est dans le sens positif. Donc ce sera F1 fois la distance, cette fois-ci, entre l'axe de rotation et la direction de la force, et la perpendiculaire à la direction de la force. Voilà la perpendiculaire. Donc F fois OA1 fois cette distance-là. Pour le moment de F2, F2, il tourne la tige dans le sens opposé. Donc ça sera F2 fois cette distance-là, que j'appelle D1, avec un signe moins. Maintenant, si je fais la somme des deux moments, ça sera F fois AAO moins D1. Et la distance OA1 ou bien moins D1, ça vous donne bien la distance D. Et on retrouve la formule du moment créé par un couple. Bon, après le travail, on peut vous demander par exemple le travail effectué par ce couple pendant la rotation de la tige d'un angle delta de θ. Là, il suffit d'application, le moment fois delta de θ. Bien. Voilà pour cette vidéo-là sur le travail. Vraiment, il faut la regarder, la bien travailler parce que la notion de travail, elle est extrêmement importante en mécanique. Vous allez l'utiliser souvent, par exemple, dans le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, à bientôt pour d'autres contributions. Bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter des commentaires, de s'abonner à la chaîne et surtout de la partager aussi avec vos amis. Si vous avez des questions, ils sont les bienvenus. À plus.